Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. C'est un bonheur, un sacré bonheur de vous retrouver comme tous les lundis, mardis, mercredis sur la télévision du Monde dans le cadre de Tout au clair. Tout au clair, c'est votre émission talk show de débat sur la télévision du Monde. Une émission qui commente, analyse et décrypte l'actualité du jour. Et en rapport avec cette actualité, on vient de l'apprendre à l'instant, le président Abdelaziz Bouteflika démissionne de son poste de chef de l'État en Algérie. C'est une actualité qui nous arrive à l'instant et c'est un quasi breaking news qui fait l'actualité sur les chaînes internationales. En rapport avec cette actualité d'Abdelaziz Bouteflika, nous aurons à y revenir. Il faut le dire, la télévision du Monde à travers Tout au clair s'est consacrée pendant 2 éditions à cette actualité, cette information qui a retenu l'attention de la communauté nationale et internationale et même de la classe africaine, certainement. Nous y reviendrons dans notre édition de ce mercredi de Tout clair sur la télévision du Monde. Par contre, pour ce qui est de ce mardi sur la télévision du Monde, nous consacrons à une actualité en rapport avec la finance, une actualité qui fait suite à ce que nous avons observé sur le terrain depuis bientôt un mois. Les clients de l'établissement des microfinances camerounais dénommé Crédit Mutuel sont dans le désarroi et pour cause. Ils se sont heurtés depuis près de 4 semaines déjà au guichet fermé de cette institution financière qui comptait parmi les plus influentes sur la place économique et financière du Cameroun. Que se passe-t-il? Pourquoi cette cessation de paiement ou même d'activité pour ce qui est de cette microfinance qui élargit ainsi la longue liste des microfinances qui sont en situation difficile ou alors qui ont purement et simplement fermé et boutique sur l'ensemble du triangle national? Comment comprendre ces situations de fermeture quasi quotidienne des microfinances au Cameroun? L'économie camerounaise est-elle essentiellement basée sur ces petits épargnants qu'on appelle également les petits porteurs? Comment faire pour sauver le petit porteur de cette faillite quasi généralisée des établissements de microfinance sur l'ensemble du triangle national? Qui est habilité à être opérateur de microfinance au Cameroun? Quelle est la loi qui régit la microfinance? Des questions et bien d'autres sur lesquelles nous aurons à revenir dans le cadre de cette édition de Tout au clair sur la télévision du Monde. Tout au clair est une émission interactive de débat. Et bien évidemment, vous pourrez tout à l'heure nous envoyer vos SMS, des questions ou des contributions pour faire partie du panel de la maison de cette émission, de cette tribune d'échange et bien évidemment de débat sur la télévision du Monde. Vous le savez, Tout au clair, c'est également un panel assez riche et éclectique. Dans quelques instants, nous allons vous présenter ce panel. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir, bienvenue. Ils sont donc 4 à meubler ce panel ce soir et avec eux, nous allons discuter de cette problématique de la crise de la microfinance au Cameroun. Comment sauver le petit épargnant camerounais? Voilà la problématique qui est soulevée au regard de ces fermetures en cascade, permettez-moi l'expression, chers téléspectateurs à la maison, de ces microfinances pour lesquelles vous avez fait confiance et qui malheureusement ont dû fermer porte avec vos argents dans leur caisse. Comment comprendre donc cette situation? Nos experts invités sur ce plateau vont essayer tant bien que mal de nous apporter des éléments de réponse pour vous permettre à vous d'être mieux édifiés pour ce qui est de la problématique de la microfinance au Cameroun et de savoir où garder sereinement et mieux votre argent. Et parmi ces panélistes ce soir, ils nous retrouvent avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'allant. Charles Elisan, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous les Camerounais qui nous suivent. Permettez-moi de dire bonsoir au ministre délégué, ministre de la Justice, qui prépare un retour triomphal à Douala dans les jours qui viennent. Ça, c'est notre débat. Tout à fait. Je me permets de dire bonsoir. Vous êtes forcément un épargnant. Tout à fait, comme tout Camerounais. Mais votre argent n'a jamais été séquestré d'une façon abusive par une microfinance? Il a été séquestré. Bon, heureusement, dans la mise sous administration judiciaire, on a pu retrouver l'argent. Donc, je suis peut-être un heureux épargnant, mais je pense comme ça, là, en solidarité à tous les autres Camerounais qui ont eu épargné dans l'argent dans ces établissements de microfinance qui n'ont pas pu recouvrer
leur somme. Donc nous sommes de tout corps avec eux. On va essayer tant bien que mal de trouver les problèmes qui minent ce secteur d'activité. Un autre qui nous retrouve ce soir avec beaucoup de plaisir. Il est spécialiste de la microfinance. Il est d'ailleurs le directeur général de Microfinance Academy qui est implanté à Douala et peut-être à travers le Cameroun pour apporter davantage d'éclairage dans ce secteur qui, on va dire aussi, tant bien que mal, et permet aux petits épargnants de pouvoir également avoir à sécuriser son épargne. David Kigné, bonsoir. Oui, bonsoir Frédéric, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM. C'est un plaisir de m'avoir convié à cette émission pour apporter ma contribution aux enjeux de la microfinance. Je vais commencer aussi par adresser un message à la mémoire de M. Samuel Lucas, l'ex-directeur général de Commerce qui est décédé hier. Et c'est quand même un grand coup, c'est l'un des pionniers, l'un des baptiseurs de la microfinance. Dans ce pays, il est décédé hier matin à 4 h. Donc le monde de la microfinance est en deuil. Merci à vous de nous préciser cette information. Nous voulons donc témoigner toute notre sollicitude et solidarité, compassion même à l'endroit de la famille de M. Simo qui est donc décédé hier très tôt, Samour qui est décédé hier très tôt dans la matinée. Un autre qui nous retrouve, il est expert bancaire. Il a une casquette qui est assez difficile à cerner, mais on va retenir celle-là parce qu'il est au four et au moulin de la bataille pour que les épargnants des microfinances puissent être mieux sécurisés dans ces établissements. Pierre Nunkam, c'est son nom. Il a d'ailleurs été dans tous les combats avec nous sur cette problématique-là. Monsieur Nunkam, bonsoir. Bonsoir Frédéric, merci pour tous les éloges que vous faites à ma modeste personne. C'est vrai, je suis dans ce domaine l'auditeur bancaire, pas un auditeur, mais je suis l'auditeur bancaire parce que cette spécialité, il n'y en a pas au Cameroun et nulle part ailleurs dans le monde. Donc quand nous parlons des questions de faillite de banque, je crois que je me trouve vraiment dans mon assiette, mais il n'y a pas que cela. Mais je voudrais, avant qu'on revienne au sujet, puisque vous nous permettez de dire un mot à nos amis, m'adresser particulièrement aux victimes de Cofines, à Fumban, à Tchang, à Bafoussam, à Yaoundé et de Douala, et leur dire, comme je leur ai toujours dit, le cas de le Crédit Mutuel et de beaucoup d'autres qui s'annoncent là viendra à leur suite. Mais je leur ai toujours dit, Cofines renaîtra. Cofines renaîtra, et si je dis que Cofines renaîtra, c'est pour dire à ceux qui sont victimes d'affaires d'aujourd'hui, ils doivent garder confiance. L'auditeur bancaire est un spécialiste des risques bancaires. Qui dit risque bancaire dit, si vous voulez, la gestion du risque bancaire s'inscrit en deux volets. Curatif, quand il s'agit de rétablir les victimes dans leurs droits, et préventif, quand il s'agit de prévenir que la faillite n'arrive pas. Je crois que nous sommes là pour aider à ce que la faillite n'arrive plus. Voilà. À côté de vous, un homme également qui a des multiples casquettes. Il est souvent difficile de le cerner, mais ce soir, on ne retiendra que la casquette d'économiste sur ce plateau. Il aime bien également parler de politique, mais au-delà de cela, il est au quotidien, au cœur même de l'économie camerounaise. Emmanuel Kouni, bonsoir. Bonsoir Frédéric, merci de me convier à cette réflexion. Je crois que nous allons disséquer le sujet que vous avez mis à l'ordre du jour. Et je voudrais d'emblée vous dire que la situation des microfinances est une situation qui s'intègre dans le landerneau politique et économique du Cameroun. Donc ce n'est pas le Cameroun n'est pas un saucisson où on va couper un morceau et le gérer. C'est l'ensemble de l'économie camerounaise qui est malade. Et je crois que pendant nos débats, nous aurons le temps, n'est-ce pas, de nous rendre compte que les difficultés des microfinances s'intègrent dans l'ensemble des difficultés de l'économie camerounaise, parce que si l'économie se portait mieux, les microfinances se porteraient également mieux. Alors, si l'économie se portait mieux, les microfinances se porteraient mieux. Mais je voudrais qu'on commence par préciser aux téléspectateurs, c'est quoi la microfinance, M. Kenny? Oui, la microfinance offre des services financiers aux personnes qui en sont exclues de manière durable. Donc voilà un peu ce qu'on peut apporter comme définition terre à terre de la microfinance. Et pour aller un peu dans le sens de l'agrémentation, ces services financiers doivent être offerts par des états de microfinance agréés.
par l'autorité monétaire nationale, c'est-à-dire que pour le Cameroun, c'est le ministère des Finances. Après avis conforme la commission bancaire de l'Afrique centrale. Voilà, donc c'est ça un peu la microfinance. Alors, M. Ninkam, combien de microfinances sont habilitées à fonctionner au Cameroun? Ben écoutez Frédéric, ça je dirais c'est une question piège pour moi. Ça c'est de la micro. J'évolue dans la macroéconomie, c'est-à-dire j'ai certes les problèmes de manière... Le ministère des Finances nous parle de près de 412. Oui, en tout cas c'est plus de 400, mais je n'irai pas commencer à détailler pour dire à 20, il y en a 30, non. Par rapport au problème que vous posez, c'est l'expert Kounye l'a relevé tout à l'heure, il s'agit de voir dans l'ensemble ce quoi souffre le Cameroun. Et la microfinance n'est pas en dehors du système bancaire d'ailleurs, général, qui est au bord de l'effondrement. Je crois qu'un peu avant qu'on se retrouve sur ce plateau, quelqu'un le disait d'ailleurs. Donc, non, compter le nombre, je crois que si nous devrons aller dans ces microfinances-là, choisir celles qui se portent bien, en oubliant que dans l'ensemble, elles se portent mal, ça ne nous aiderait pas dans le débat. Dans le débat. Non. Alors, M. Kounye, pour arriver à vous, quelles sont les catégories qu'on retrouve dans la microfinance? Bon, elles sont les trois catégories, la première, deuxième et troisième catégorie. Bon, mais là n'est pas le problème. Le vrai problème des microfinances, c'est que les microfinances offrent leurs services à des personnes qui n'ont pas la possibilité d'accéder, n'est-ce pas, au système bancaire, parce que le système bancaire suppose un minimum de contraintes, et il est établi que moins de 5% des Camerounais ont accès au système bancaire formel. Donc le système de microfinance venait en 1990, au moment où il y avait, n'est-ce pas, la crise économique des années 90, où il y avait le programme d'ajustement structurel, être, n'est-ce pas, une innovation, parce qu'il était question à l'époque d'une déréglementation permettant, n'est-ce pas, à ce qu'un certain nombre de choses se fassent facilement. Il était question de permettre aux Camerounais d'avoir la possibilité d'épargner leur argent, etc. Donc, il y a une loi qui a été votée pendant cette époque-là pour pouvoir, n'est-ce pas, créer cette déréglementation qui a permis la mise sur pied des établissements de microfinance qui devaient permettre donc aux pauvres, si je peux les appeler ainsi, d'avoir accès, n'est-ce pas, à un compte bancaire et puis de pouvoir, n'est-ce pas, épargner, faire le petit, parce qu'il était établi qu'il y avait une épargne latente qui existait dans la société, mais que les banques elles-mêmes n'arrivaient pas à mobiliser. Et d'ailleurs, au départ, ces microfinances travaillaient pour le compte des banques, c'est-à-dire qu'elles collectaient l'épargne, puisqu'elles-mêmes étaient clients dans les banques. Ça permettait, n'est-ce pas, que cette épargne latente qui circulait dans la périphérie de l'économie puisse être mobilisée. Donc l'idée était bonne au départ, mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés, parce que les produits que ces microfinances devaient pouvoir, n'est-ce pas, mettre en œuvre pour pouvoir se ravitailler, fonctionner, ressemblaient étrangement aux produits bancaires et ils n'avaient pas, n'est-ce pas, les prédispositions nécessaires. Alors, qu'est-ce qui fait que le Camerounais lambda aille vers une microfinance plutôt que vers une banque classique? Non, peut-être parce que la microfinance, comme son nom l'indique, micro, a plus de facilité d'ouverture des comptes. Ça, c'est d'abord la première raison. La deuxième raison, ça peut aussi être... vous savez, les microfinances épousent textuellement notre vécu quotidien. C'est généralement des tontines, disons, arrangées. Parce que quand vous voyez les microfinances, c'est sous le régime de la loi de 90, portant le régime des associations, conforme aux microfinances, appuyé avec celle de 92, qui leur donne la possibilité de faire des exercices financiers bancaires. Maintenant, les microfinances, au fil du temps, ont évolué en y intégrant même aujourd'hui, en dehors des dépôts faits par les épargnants, on a même intégré les transferts d'argent. Mais ce qui est paradoxal, c'est que plus les établissements de microfinance, dans leur globalité, font un chiffre de près de 1200 milliards de francs CFA dans la sous-région, c'est-à-dire sur les 700 agréés au niveau de la COBAC, il y a 412 qui viennent du Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun est le plus gros porteur en termes de création de ces établissements de microfinance. Et il y a plus d'argent épargné par les nationaux dans les microfinances que dans les banques. Ça, c'est paradoxal. Bon, dans la suite, dans le logique, c'est que, bon, il y a plusieurs trucs. Il y a la crise de régulation, la crise de gouvernance, la crise de crédit, qui fait en sorte que, généralement, ces établissements de microfinance battent souvent de l'aile. Et nous, les petits épargnants, nous en souffrons. Alors, voilà un système financier qui a été pensé, qui a été structuré, qui a été mis en place avec un cadre juridique bien particulier,
Mais d'où vient-il qu'on arrive à des situations de querelle, comme on en a vu avec une fermeture en cascade de ces établissements de microfinance? Donc, je vais aborder votre question en prenant un petit exemple. Dans une forêt, la forêt constituée d'arbres, quand un gros arbre tombe, ça fait trop de bruit. Mais à côté de ces gros arbres, il y a au moins 1000 arbres, 1000 arbustes qui poussent de façon harmonieuse. Et ça ne se ressent pas. Donc, je ne voudrais pas qu'on utilise un terme très alarmiste, fermé de façon catastrophique, etc. Je peux vous assurer qu'il y a de cela 10 ans, c'est pratiquement chaque 3-4 mois qu'on est fermé. Mais avec les efforts du gouvernement, avec les efforts de la commission bancaire, avec les efforts de l'association professionnelle, avec les efforts des professionnels pour améliorer leur gouvernance, la pratique de la gestion, de moins en moins sans des fermetures. Vous imaginez un peu. Donc vraiment, si sur 500 EMF, en moyenne, de façon officielle, on parle de 412, on parle de 412, mais de manière générale, on peut décompter sur le terrain un peu plus de 412. Si sur les 412, en un an, on peut avoir 3 ou 4 fermetures. Ce n'est pas aussi alarmant que ça. Donc vraiment, je ne voudrais pas qu'on aborde la fermeture comme si c'était une catastrophe. Mais qu'est-ce qui a été le problème? Pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé dans un environnement, je le rappelle, qui a été bien encadré, bien ficelé autour de la microfinance, qui au départ était considérée comme des petites tontines un peu prises à l'emporte-pièce? Comment comprendre que cette structuration qui a été mise en place est malheureusement et très vite affiché des failles, comme le disait tout à l'heure, oui. Très bien. Le premier problème de la microfinance, c'est d'abord les impayés. Les impayés. Vous savez que soit dans une banque ou la microfinance, quand le crédit se rembourse bien, la banque ou la microfinance se porte bien. Et quand elle se rembourse mal, la microfinance ou la banque se porte mal. Donc il y a ce problème d'impayés. Maintenant, le problème d'impayés peut se poser à 2 niveaux. Il y a les fautes des dirigeants eux-mêmes, des promoteurs, qui, dans un premier temps, ont pensé qu'ils pouvaient mobiliser les dépôts pour créer des affaires pour lesquelles ils n'ont pas de compétences. Et en deuxième lieu, il y a le manque de culture du remboursement de crédit des Camerounais. Le Camerounais, en matière de crédit, c'est un délinquant financier. Vous n'êtes pas trop fort quand vous dites. C'est un délinquant financier, je dis dans les journaux. Parce qu'au Cameroun, le taux du portefeuille à risque, c'est-à-dire que le crédit à risque, c'est autour de 15 à 20%. Ce qui est très élevé par rapport au standard dans le monde entier. On trouve ce taux dans aucun pays au monde. Il y a ça qui plombe l'activité. Quand vous avez un portefeuille à risque de plus de 15%, vous ne pouvez plus être rentable. Et si vous pouvez être rentable, vous pouvez payer les salaires, vous pouvez payer le loyer, vous pouvez grandir. Et pour avoir grandi, vous serez obligé de puiser dans le dépôt des clés des membres pour les charges de fonctionnement, ce qui n'est pas normal. Et maintenant, pour revenir aux impayés, le Camerounais n'a pas cette culture de remboursement. Pourquoi? Parce que l'arsenal juridique et judiciaire est très inadapté. L'OADA est applicable en matière de recouvrement à la microfinance, ce qui est très inadapté. Pourquoi? Parce que les outils de garantie, les précédentes garanties mis en place, régis par l'OADA, ne sont pas utilisés en microfinance. En microfinance, c'est les garanties très périphériques et qui n'ont pas encore été réglementées. Et la deuxième chose, c'est au niveau de l'administration judiciaire. Il y a beaucoup de magistrats au Cameroun qui ne maîtrisent rien de la microfinance, encore moins des banques. Donc, si les magistrats
étaient formés, étaient spécialisés en finance, en microfinance, ça pourrait beaucoup aider. Et à cela, maintenant, s'ajoute le phénomène de corruption généralisée dans le secteur. D'accord. Voilà. Alors, Pierre Minkam, à écouter David Kenyon, qui est un spécialiste dans le secteur, dans la microfinance, c'est l'épargnant en lui-même qui est le problème de la microfinance et non la microfinance. Le client, pas l'épargnant forcément. Le client, de façon globale. Non, pour la précision. je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Vous savez, quand vous... face à un problème, tout va dépendre de l'angle sur lequel tout expert, par rapport à ses propres compétences, appréhende le problème. Écoutez, quand on rejette le tort sur le client, je peux d'entrée de jeu vous dire, le ratio des crédits bancaires sur le PIB en zone CEMAC est de 17%. La moyenne aurait voulu qu'on soit à 45%. Dans le système bancaire, de manière générale, y compris les microfinances sont sous-activité. Ça voudrait dire que s'il avait fallu que vous ayez 10 clients, ce qui vous prendrait 10 francs pour vous retrouver en équilibre, vous n'en avez que 3 ou 4. La tendance va être que vous ferez toutes les pressions possibles sur ces 3 clients pour les presser et prendre ce que vous pourrez prendre. La plupart de ces crédits dont on déplore le non-remboursement et on accuse les clients sont des crédits bancaires, nous appelons en crédit bancaire, des crédits bancaires viciés. Je parle Pourquoi de viciés? Viciés parce que dans un contexte d'une société réputée être l'une des plus corrompues au monde, les banques sont plus corrompues que le magistrat et que partout ailleurs. La plupart, je vais dire en termes simples, la plupart des banques, surtout les microfinances, octroient des crédits en lorgnant davantage la garantie. Apporter un crédit pour l'arracher, que de vous voir vous développer et rembourser ce crédit. Mais je dis, déjà, comme élément d'analyse pour tout expert, il y a un ratio de la masse des crédits bancaires sur le PIB qui permet de juger si la banque, le système bancaire soutient convenablement l'activité de la société. Donc, de votre point de vue... Chez nous, nous sommes à 17%. Donc, de votre point de vue, ce n'est pas le client qui est le problème, mais c'est la structuration de la microfinance en elle qui... Ce n'est pas que la microfinance. Je prends le système bancaire de manière générale. Parce que quand, dès le départ, vous parlez même de la microfinance comme étant la banque des pauvres, appelons ça comme ça. Il ne faut pas évoluer en marge du système bancaire. C'est même un terme outrageant pour un pays de droit que de dire que certains de ses citoyens évoluent en marge du système bancaire classique. La banque est donc faite pour qui? Non, je vous en prie. Je vous en prie. La Constitution de l'État du Cameroun et l'État du Cameroun qui a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme voudrait que nous naissions égaux en droits et en devoirs. Comment peut-il se faire que le système bancaire, que je qualifie d'être extraverti, esclavagiste, c'est d'ailleurs, j'ajoute même diabolique satanique, comment peut-on exclure 83%, j'espère que le taux de bancarisation, tel qu'on le dit, vous avez dit 5%, non, on parle davantage de 17%. Je vous rectifie un peu, mais pour vous dire, vous avez baissé trop, on parle à peu près de 17-18%. Non, c'est là qu'il est, quand il parlait. Non, c'est mon aîné, je vous en prie. Je le connais très bien. Entre lui et moi, on se comprend. Quand il veut donc, il ne blague pas. donc, je vous en prie, monsieur. Je vous en prie. Je vous en prie, monsieur. C'est quand on ajoute le téléphone mobile, la téléphone mobile, monsieur Finance. Je parle du système bancaire. Nous sommes à peu près à 17%. Le taux de bancarisation. Alors, on ne peut pas, si on considère que les petits porteurs évoluent en marge de la société, et donc on passe aux services bancaires normaux, au moment où on évalue le taux de bancarisation, les prendre en considération. Non, ça serait faussé. Les calculs. Parce qu'on l'a déjà exclu. Personne n'a dit qu'ils étaient à marge de société. C'est ce que les textes disent. Oh oui, c'est bien ce que les textes disent. C'est bien, ils évoluent en marge du système bancaire classique. C'est bien ce que les textes disent. Et ça, c'est un terme, je dis, outrageant. D'accord. On va pas rester sur la formulation. Pour chuter, vous avez ces informations que vous nous livrez. Ça, c'est il n'y a pas très longtemps. Microfinance, 106 oui, milliards réclamés aux clients. 106 milliards réclamés aux clients. Et on parlait d'un taux de crédit immobilier de l'ordre de 23% du portefeuille global. Donc, restant dans ma logique de cerner les problèmes de manière globale, le système de microfinance, le secteur des microfinances est globalement sinistré. Ok. Si le système des microfinances est globalement sinistré,
et qu'on voit, par exemple, sur cette affiche où c'est la une du journal Défi Actuel qui est très souvent spécialisé dans le domaine des finances et qui a d'ailleurs consacré une vendredi dernier à M. David Kenyon. On aura le temps d'y revenir tout à l'heure. On a le sentiment tout de même que même si le système de la microfinance est sinistré, le client en lui-même est le véritable mal. 106 milliards réclamés aux clients. Mais écoutez... C'est pas vous, c'est à M. Kenyon. Non, permettez que M. Pounier également prenne la parole. Le problème n'est pas de demander 106 milliards, de réclamer 106 milliards aux clients. Le problème, c'est de savoir comment on y arrive. Il faut noter également que les microfinances aujourd'hui ont un problème de produits. Quels sont les produits des microfinances? Parce que quand les microfinances donnent des crédits, les microfinances faisaient les transferts d'argent, parce qu'aujourd'hui, il y a en matière de transfert, vous avez vu avec les Orange Money et MTN Money, le service de transfert d'argent est un produit sur lequel les microfinances étaient basées, qui aujourd'hui leur échappe. Et il y a les découverts. Et je peux vous signaler que les découverts, justement, les prêts à gage que les microfinances donnent, c'est-à-dire que les prêts avec des garanties. Et puis, il faut noter que quand on va regarder un peu, on se rend compte que ces prêts sont à des taux très élevés. Souvent très élevés des taux, qui frôlent l'usure, qui sont même parfois au-dessus de l'usure. Qu'est-ce que cela fait? Ça fait en sorte que ce qu'on réclame généralement aux clients, c'est des sommes énormes, parce qu'on passe le temps, n'est-ce pas, à mettre des agios et les multiplier, et on sort des chiffres énormes que les clients n'arrivent pas à rembourser, et ça bloque le client, et ça bloque également la banque. Et puis il faut aller plus loin. Le système de corruption dans lequel nous nous trouvons. C'est pour ça que j'ai dit tantôt qu'il faut éviter, n'est-ce pas, de prendre la microfinance à part et vouloir la gérer. Moi, je connais des microfinances des banques qui donnent des avances de trésorerie à des opérateurs économiques, à des prestataires de services, à des PME. Et ces PME, les ayant produit des attestations de virements irrévocables, ça veut dire que vous avez gagné un marché dans un service public, vous avez obtenu une attestation de virement irrévocable qui atteste qu'au moment de vous payer, on va vous payer dans cette banque ou dans cette microfinance, et au moment de vous payer, de payer le client s'en va une fois de plus s'arranger avec celui qui paye pour qu'il le paye ailleurs. Il y a des banques ici qui ont des volumes énormes d'impayés, alors que les clients qui ont eu les crédits ont été payés. Maintenant, il faut courir derrière le client. Courir derrière le client pour pouvoir, n'est-ce pas, rentrer dans ses frais. Et parfois, il y a des hypothèques. Et pour réaliser une hypothèque, ça devient encore tout un problème. Les magistrats ont le dossier devant eux. Et puis, le type va vous dire, je préfère donner l'argent au magistrat que de payer mon crédit. Et ça bloque complètement la microfinance ou la banque. Et ça crée une situation alarmante. Et puis, les microfinances ne peuvent que fermer parce qu'elles ont donné des avances de trésorerie, elles ont obtenu des garanties avec des attestations de virement irrévocables. Du fait de la corruption, on est allé payer ailleurs alors qu'elles ont un document qui atteste qu'on doit payer chez elles. Elles se trouvent donc avec un volume, n'est-ce pas, d'avances de trésorerie données qu'elles ne peuvent pas recouvrer. Elles doivent maintenant aller en justice. À la justice, elles ne peuvent pas trouver de solution. Et puis, elle va tout simplement, fatalement se trouver dans la difficulté. La microfinance se trouve dans la difficulté. Elle est sinistrée, on va dire, depuis pratiquement qu'elle était encore dans le berceau et même grandissant, puisque la microfinance n'a pas plus de 20 ans au Cameroun, si je ne m'abuse. Mais pourtant, la microfinance doit pouvoir faire vivre tout un pan de l'économie camerounaise. Plusieurs Camerounais trouvent et arrivent, certains arrivent à trouver, à tirer leur épingle du jeu en gardant et en prenant l'argent de la microfinance. Mais est-ce que l'État joue véritablement son rôle à écouter? On voit que d'une part, la microfinance use de subterfuges pour pouvoir grappiller le maximum auprès du client. D'autre part, le client également, voyant la situation, également tourne en déraison les microfinances pour pouvoir faire fortune et même ne pas rembourser l'argent qu'elle doit à la microfinance. Oui, permettez-moi d'abord de dire que je ne pense pas qu'il faille qu'on ait des juges spécialisés dans les affaires financières. Un juge applique la loi et tout simplement la loi. Et la loi est faite pour tout le monde. Il y a maintenant des experts agréés dans les institutions judiciaires et juridiques pour accompagner
ces juges à prendre les décisions qu'il faut en cas de litige entre un client ou entre établissements de microfinance. Donc on ne peut pas avoir des juges qui vont se former spécialement dans un domaine bien précis. Il peut y avoir au cours de l'évolution certains qui peuvent se faire former, mais on ne peut pas dire que les juges sont non. Les juges, il y a la loi qui est là. Peut-être qu'il peut y avoir des vides juridiques. Il faut peut-être renforcer l'arsenal juridique pour permettre à ces juges de prendre les décisions qu'il faut. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'en 2018, le ministre des Finances commet une enquête qui est réalisée par l'Institut national de la statistique et l'UN Fund Capital Development. Il s'agit qu'au Cameroun, l'information est officielle, le taux de bancarisation est de 19%. Ça, c'est une information officielle venant du ministère des Finances. 19% de taux de bancarisation au Cameroun. Parce que nous sommes aussi là pour éduquer les masses qui nous écoutent. Maintenant, dans la suite logique de votre question, je vous ai dit tantôt ici qu'il y a 3 problèmes qui minent le secteur des établissements de microfinance. La crise de gouvernance, la crise de crédit et la crise de régulation. Maintenant, la crise de régulation concerne le ministère des Finances, concerne le Comité national de crédit, concerne la COBAC, parce que nous avons aussi signé des traités avec la COBAC, qui est le gendarme financier qui doit réguler ça. La crise de crédit, c'est ce qu'elle a dit tous les grands frères ici présents, c'est lorsqu'un épargnant prend de l'argent et n'arrive pas à recouvrir ces créances. Nous avons quand même 106 milliards de francs CFA de créances que les établissements de microfinance sont en train de suivre derrière les épargnants, comme le dit la une du journal en question. C'est beaucoup, c'est énorme, 106 milliards. De l'autre côté, la crise de gouvernance, ça concerne directement les dirigeants de ces établissements de microfinance. C'est plutôt eux qui doivent être formés. C'est plutôt ceux qui créent les établissements de microfinance que l'État devrait voir formés pour que le personnel soit ce personnel-là capable de pouvoir gérer cette masse énorme d'argent qu'il y a. Parce que je continue à le dire, il y a plus d'argent dans les établissements de microfinance. C'est-à-dire que les Camerounais font plus confiance à ces établissements que les banques. De l'autre côté, le problème serait maintenant comment est-ce que l'État va capter, va réguler ce secteur-là qui permet à la petite dame au marché de Vombi qui vend le maïs et qui donne 1000 francs chaque jour dans ce qu'on appelle la LADI. Parce que c'est de là que ça part. Cette épargne nationale quotidienne qu'elles font tous les jours. Comment est-ce que l'État peut faire pour arranger cela? Parce que vous avez une dame qui va de commerçante en commerçante et qui se trouve avec 1 million, 2 millions en fin de journée et qui doit reverser cet argent dans un établissement de microfinance. Comment est-ce qu'on régule cette activité? C'est là où l'État doit se pencher effectivement. Alors, M. Guigné, on va l'appeler comme ça, hein, l'épargnant du jour, on va le prendre comme ça pour la circonstance, et nous fait croire ou nous dit que c'est davantage les promoteurs d'établissements de microfinance qui causent problème dans la structuration qui a été mise en place dans les microfinances. Oui, avant de répondre à cette préoccupation, je dois faire des clarifications par rapport à ce qui a été dit autour de cette table. Premièrement, le taux de bancarisation n'est pas de 19%. En tout cas, si on veut considérer le taux de bancarisation en intégrant l'exploitation de téléphonie mobile, on peut encore accepter 17%. Mais si on veut considérer le nombre de comptes ouverts dans des banques et microfinances, c'est beaucoup moins que ça. Donc vraiment, il faut que ce soit clair. Deuxième point, notre frère a dit tout à l'heure que les produits offerts ne sont pas adaptés. Il a parlé notamment des transferts qui étaient faits avant par les EMF. Aujourd'hui, ces transferts sont en train d'être glanés par les opérateurs de téléphonie mobile. Oui, non, je voudrais encore m'inscrire en faux par rapport à ça. Les opérateurs de téléphonie mobile viennent améliorer le transfert qui était fait par les banques, par les EMF de façon un peu archaïque. Les EMF perdaient beaucoup d'argent de transfert. Alors que de nos jours, avec la jonction avec les opérateurs de téléphone mobile, ils ne gagnent pas beaucoup, mais l'opération est sécurisée. Les autres gagnaient beaucoup d'argent en facturant, mais il y avait beaucoup de pertes dans les transactions à cause du système d'information. L'opération de téléphonie mobile est venue beaucoup plus sécurisée. Et troisièmement, il a parlé du taux élevé. Moi, je dis, c'est quand même, en tant que financier, ça ne devrait pas venir de lui. Parce que, je le dis, ne le regardez pas, je le dis. Pourquoi? Quand une banque a 10 milliards de dépôts, elle accorde ce crédit à une personne. Et pour suivre ce 10 milliards, l'agent de portefeuille, le de portefeuille, qui s'appelle généralement le fondé, consacre maximum 2 heures par semaine pour suivre. Alors que si ces fonds sont dans la microfinance, j'ai essayé de calculer rapidement, en accordant un crédit de 1 million de francs, ça fait 10 000 crédits. Et pour les 10 000 crédits, quand on imagine que
un agent de crédit doit sur en moins 250 crédits. Ça fait 40 employés qu'il faut recruter. Là où la banque utilise un employé qui travaille 2 heures par semaine pour un crédit, la microfinance utilise 40 employés qui travaillent tous les jours. Et ça fait 40 salaires. Donc, parler de coûts, et tous ces charges doivent être intégrés dans le coût de D'accord, on a compris. Mais maintenant, voilà. revenons sur la question initiale qui était celle de savoir, est-ce que finalement les promoteurs ne font pas de la filouterie au-delà? Parce qu'on sait, par exemple, que la situation qu'on a connue avec Confines, ou alors comme ici, qui a fermé il n'y a pas très très longtemps, comme si c'était encore fermé, hein, avait été imputé. On sait qu'ils sont dans une situation jusque-là. Elle est dans une situation assez délicate. On a imputé la responsabilité de cette situation aux promoteurs de ces établissements de microfinance. Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit au début, j'ai dit les impayés. Les impayés, il y a une double responsabilité. Il y a des promoteurs qui, en tant que clients, prennent le crédit, ils ne remboursent pas. Ils prennent le crédit pour s'engager dans des activités qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne remboursent pas. Donc là, ils sont promoteurs, mais ils prennent le crédit en tant que clients. Ils ont leur part de responsabilité. Et je dis encore une fois de plus, il y a de cela de 15 à 20 ans. C'était pratiquement à la mode. C'est que je crée mon EMF et je mobilise les fonds pour me lancer dans mes affaires personnelles. Mais de plus en plus, avec la réglementation, avec les formations que nous apportons, avec tout l'arsenal juridique, ces habitudes sont en train de baisser de façon significative. Bien entendu, il y a tous les publics à l'œil, mais les efforts sont en train d'être faits. N'oubliez pas quand même que le secteur bancaire en Europe, c'est presque 200 ans. La microfinance est encore en phase de construction. Donc on ne doit pas déconstruire quelque chose qui n'a pas, vous l'avez dit, n'a pas 20 ans. Donc au fur et à mesure qu'on évolue, on essaie de voir là où il y a les dangers, on essaie de corriger. Et c'est comme ça que tout le monde trouve son compte. Alors, la microfinance telle que vue au Cameroun a rassuré à un moment donné les épargnants. Au jour d'aujourd'hui, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Est-ce qu'on doit pouvoir continuer à faire confiance aux établissements de microfinance? Oui, nécessairement. Nécessairement. Pourquoi? Comment? Non, nécessairement. J'ai coutume de le dire et je travaille sur ce domaine depuis 7 ans. Sans un système bancaire solide, nous sommes définitivement condamnés à ne jamais nous développer. Sans cette microfinance que je dis être la pierre d'angle par laquelle notre développement se fera, nous ne pouvons pas penser à atteindre le développement. Il faut maintenant penser aux choses qu'il faut faire pour révolutionner le système. J'ai parlé tout à l'heure, quand j'entends M. Kenny parler de la pratique des taux d'intérêt, qu'il cautionne les taux d'intérêt usuraires dans les microfinances, par rapport aux banques classiques où le client obtient son crédit à 7%, alors qu'on fait de 60% sur le petit porteur. Je dis c'est scandaleux pour nous qui sommes experts. Quelle est la source du problème? Je vous en prie, quelle est la source du problème? Nous n'aurons jamais la paix tant que les microfinances n'ont pas accès aux ressources monétaires de la Banque centrale. Le vrai combat doit être à ce niveau. Ça voudrait dire que tout petit porteur qu'il est, il faut qu'il ait le même traitement, qu'il ait les mêmes chances. On ne peut avoir une société qui privilégie le riche pour un bien public. La création de la monnaie est un bien public. Ça voudrait dire que l'accès doit être d'égale chance pour tous. Donc, j'ai dit déjà que voilà le vrai problème. Le vrai problème est celui-là. La faiblesse des ressources sur lesquelles les microfinances travaillent ne doit pas, le coût ne doit pas impacter sur le client. Qui, justement parce qu'il est pauvre, mérite d'être dans les conditions de faveur. Ce qui n'est pas le cas dans notre société. Maintenant, je voudrais revenir sur Comessi, dont on dit que Comessi n'est pas fermé, je vous en prie. Je voudrais que ceux qui nous suivent retiennent le téléphone de M. Kenny et que dès demain matin, vous l'appelez, vous mettez derrière lui pour qu'il aille à Comessi. Il n'est pas employé, il n'est pas... Je vous en prie, Frédéric, quand nous sommes experts, nous disons des choses, il faut pouvoir assumer à un certain moment donné. Comessi, je ne comprends pas comment on peut dire que Comessi n'est pas fermé. La banque, c'est quoi? Il faut défier la banque. Parce que l'auditeur bancaire travaille sur le référentiel. La banque reçoit les dépôts à charge de restituer à la demande du déposant. Vous recevez les dépôts à charge de restituer à la demande du dépôt. Ça veut dire que celui qui a versé à 8 heures
À 10 h, il revient dire, j'ai un problème, je retire. Tout ce qui s'oppose à sa volonté de retirer ses dépôts est un abus. Et c'est un abus aggravé. Ça, nous devons, en espère, le savoir. Ça c'est ce que la réglementation dit. C'est comme ça que la division de la banque fonctionne. Et je crois que, je vous en prie, nous sommes tous au courant. Alors maintenant, ce qu'il faudrait faire, si vous voulez, mon temps de parole peut finir là, si vous voulez. Ce qu'il faudra faire, il faut cultiver ces petits porteurs. J'ai lancé il y a une semaine un appel aux mototaxis, aux conducteurs de mototaxis du Cameroun, à créer une mutuelle des conducteurs de mototaxis pour mutualiser leurs petits revenus. Pendant que M. Kougné veut qu'on les tue, vous voulez qu'il fasse une mutuelle? Qui ça? M. Kougné. Je vous en prie. Je m'excuse. Je ne l'ai pas entendu dire. Il est devant moi. Ce n'est pas le Congo. C'est pas la question. Je ne l'ai pas entendu. Mais en économiste, je ne suis pas un gestionnaire. Je suis un économiste. Je suis un spécialiste des questions monétaires et bancaires. Alors, en économiste, ce que j'ai dit pour les micro tout à l'heure, je le dis pour les motos-taximens. On ne peut pas penser construire ce pays sans avoir recours à cette catégorie socio-professionnelle qui doit employer au moins 1 million de personnes. De jeunes Camerounais. Monsieur Kougné, vous voulez me tuer samedi, c'est là. J'arrive à vous. Certainement, vous êtes en déphasage avec certains points évoqués par l'auditeur bancaire. Ils l'ont évoqué peut-être hors plateau. C'était ici. S'il vous plaît, monsieur Zang. C'était pas un débat, c'est pas un débat moto-taximan ici. On parle des abonnements de microfinance. Non. Je ne peux pas lui permettre de dire ça. Oui, mais on est encore sur les microfinances. Allons-y. On est sur les microfinances. Et je voulais bien qu'on comprenne. Qu'est-ce qui a fait qu'une microfinance très courue comme Cofinance Sam, que Crédit Mutuel aujourd'hui soit en situation difficile, que Comici soit entre la vie et la mort? Oui, je voudrais répondre à votre question, mais je voudrais d'abord répondre. Répondez à la même rapidement, une seconde. Moi, je n'ai jamais dit que les mototaxis, il faut les tuer. J'ai dit que ces gens-là n'ont rien à faire sur les motos. D'accord, ok. Et l'économie ne peut pas se faire sur... Ce n'est pas leur travail. Leur travail, c'est peut-être dans l'agriculture. Il faudrait que l'État comprenne qu'on doit pouvoir, n'est-ce pas, faire des réformes foncières, mettre les moyens à la disposition de ces gars. Et que ce qu'ils font là, ce n'est pas du travail, c'est de la débrouillardise. Merci. On ne peut pas permettre de commencer le boulot. Ceux qui pensent que la débrouillardise... S'il vous plaît. J'étais en réunion avec eux. Permettez que je donne à chacun qui puisse prendre connaissance. On va le faire. Je peux prendre connaissance déjà pendant que nous sommes... Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez entendu le directeur de la microfinance vous dire qu'un fournier de pouvoir donne un crédit de 10 milliards à un opérateur économique, confie l'instant le portefeuille à un fondé qui suit à moins de coûts, puisque lui n'a qu'un seul salaire. Et que la microfinance donnera 1 million de francs à 10 000 personnes et sera obligé de prendre 40 employés, versera 40 salaires pour suivre ça, donne la charge de travail. Cette charge de travail entraîne forcément des coûts qu'il faut pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire, des coûts qu'il faut honorer. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand on donne donc cet argent, c'est pour faire quoi? Est-ce que l'argent qu'on a donné peut permettre, n'est-ce pas, de produire de manière à ce qu'on puisse obtenir les fonds pour pouvoir, n'est-ce pas, supporter ces coûts? C'est là le problème. Et je viens à ce que M. Noumkampier vient de dire, l'expert Noumkam vient de dire. Tant que les microfinances ne pourront pas se faire refinancer par la Banque centrale, on ne pourra pas s'en sortir. Pour la simple raison que les microfinances prennent les épargnes et prennent les épargnes. C'est ces épargnes qu'ils utilisent. Alors que les banques se font refinancer et prêtent à moins de coûts parce qu'ils sont refinancés par la Banque centrale. Alors les dépôts des gens sont à vue. C'est-à-dire que quelqu'un a fait un dépôt, il doit pouvoir, n'est-ce pas, retrouver ce dépôt s'il revient aussitôt. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui fait, c'est-à-dire un dérèglement qui fait que la banque est privilégiée par rapport à la microfinance. D'où la nécessité de reformer tout cela et de donner aux microfinances la possibilité de pouvoir se faire refinancer par la Banque centrale, comme les banques, afin que les microfinances puissent être des structures de développement. Vous ne pouvez pas dire aux gens de prendre l'épargne des uns pour financer les prêts et penser que
à ces taux-là, parce que quand les gens déposent même, font même des épargnes, ces épargnes sont encore rémunérées. Ces épargnes sont rémunérées, et puis ils prêtent l'argent aux clients, ils doivent donc supporter les charges que cela suscite, ils doivent supporter aussi les charges que le déposant attend, parce qu'il faut rémunérer le déposant. C'est trop lourd pour les microfinances, et en réalité, une microfinance en temps normal devrait fermer, à mon avis. Une microfinance en temps normal devrait fermer, parce qu'elle ne peut pas faire autrement que de fermer. C'est un scandale, là. Oui, c'est dans ces conditions, puisque les coûts que les microfinances ont sont très élevés. Si la microfinance n'est pas refinancée, elle doit payer, n'est-ce pas, un intérêt aux déposants. Oui. Elle doit pouvoir, n'est-ce pas, payer les charges aux employés qui travaillent, n'est-ce pas, sur les crédits qui sont distribués. Quand vous prenez tout cela, vous voyez que le taux d'intérêt doit être autour de 50 à 60%. Et quand vous faites un prêt à 50%, sauf si c'est pour vendre la drogue, je ne sais pas comment, quel genre d'activité les gens vont aller pouvoir mener pour reverser, n'est-ce pas, l'argent qu'ils leur donnaient à ce taux-là. Donc, il faudrait que l'État comprenne que les microfinances, telles que ça a été conçu, ne peuvent pas fonctionner. Il faut donner plus de... Il faut revoir, n'est-ce pas, la réglementation et donner aux microfinances un peu d'oxygène pour les permettre de travailler. Parce que ceux qui sont dans les microfinances sont généralement pris à la gorge. C'est trop difficile. C'est très difficile de pouvoir faire la promotion. Moi-même, j'ai essayé dans la microfinance. Je me suis rendu compte que ce n'est pas faisable. Il faut être vraiment un nègre de travail pour pouvoir s'en sortir dans cette affaire. Alors, il faut pouvoir pourtant s'en sortir là-dedans. Il y a des gros porteurs, des petits porteurs qui également ont droit à la bancarisation. C'est le credo. Il faut permettre à ce qu'on évite de manipuler l'argent de manière palpable. Il faut davantage que les opérations se fassent dans les banques. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on a créé un bébé pour le laisser mourir après. Élisa. Non, on n'a pas laissé un bébé pour le laisser on n'a pas créé un bébé pour le laisser mourir. Je ne pense pas que les banques et les établissements de microfinance puissent avoir le même traitement auprès de la Banque centrale. Mais ils ont tous garanti, alors ils ont tous pour mettre la COBAC, le grand gendarme, au-delà de ce que le ministère des Finances a un droit de regard. Justement, rien qu'au niveau des formes juridiques, il y a la vraie différence. Comment est-ce qu'on crée une banque, comment est-ce qu'on crée un établissement de microfinance? Au niveau même des dépôts de garantie au niveau de la Banque centrale, il y a encore une autre grosse différence. En fait, si on dit qu'il faut réglementer le secteur des établissements de microfinance au Cameroun pour qu'ils ne ferment plus trop, pour que ces établissements ne ferment plus trop, ce n'est pas seulement en leur donnant les largesses d'avoir accès comme facilité au niveau de la Banque centrale. Il faut d'abord former le personnel qui crée ces établissements de microfinance. Il faut d'abord commencer par là. On va aussi me dire que c'est vrai que dans les banques, les grosses banques, il y a aussi des faillites, oui, mais il y a moins de faillites là-bas que dans les établissements de microfinance. Il faut d'abord former ce personnel. Deuxième chose, il faut leur donner moins, il faut alléger la bureaucratie administrative qui est les crontin au niveau de la fiscalité. Ce que l'expert Kenya a relevé tout à l'heure, les petits prêts, la lourdeur, tenez compte de cela. Je suis en train de parler, on parle de la même chose. J'y arrive, monsieur l'expert. Moi, je ne me suis pas présenté comme un expert. Ok, voilà. Donc, vous êtes pagnant. Justement, et moi, j'ai mon petit... Voilà. Donc, il a son RDPC. J'étais sûr que M. Kouya ne va jamais répondre. On ne parle pas du RDPC aujourd'hui. Donc, il faut donc à ce niveau-là, au niveau de la lourdeur bureaucratique, administrative, fiscale, au niveau... Parce qu'il est inadmissible que à un moment donné, au niveau des facilités d'octroi des prêts au niveau de la Banque centrale, que les établissements de microfinance soient logés à la même enceinte que certaines banques, c'est pas pour ça. Alors qu'ils n'ont pas les mêmes facilités auprès de ces banques. La deuxième chose, il faut que l'association, il y a quand même une association nationale des établissements de microfinance au Cameroun. Oui. Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'elle fait, cette association? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Justement. C'est elle qui devait donc être l'interlocuteur. Parce qu'on sait d'abord la guerre qu'il y a à l'intérieur là-bas. Il faudrait d'abord qu'elle soit l'interlocuteur direct entre ces établissements de microfinance qu'elle est censée représenter et l'État. Et maintenant, n'oublions pas qu'au niveau macro, au niveau micro, au niveau du Cameroun, au niveau macro, le Cameroun fonctionne avec deux logiciels, disons deux référentiels. Il y a OADA, qui est là pour gérer les traités. Et il y a maintenant le système bancaire au niveau de la CEMAC qui est géré par la COBAC. Il y a tout ça qu'il faut intégrer. Donc, tout à fait. Donc, il faudrait bien que ce genre de choses soient respectées pour qu'on avance. Je voudrais terminer par dire, quand j'avance des chiffres, j'ai ici devant moi le document signé du ministre des Finances.
Enquête diligentée par le ministère des Finances en 2018. Une enquête sur l'offre de la demande et des services financiers appelée le FISCOP. Le taux de bancarisation au Cameroun est estimé à 19%, qui est inférieur quand même par rapport à certaines grandes économies qui doivent frôler 72%. Le taux de bancarisation au Cameroun, c'est de 19%. Merci pour l'information. Alors, les gens qui passent leur temps à mentir. Merci, Bon, merci, monsieur. Si vous dites que le ministre des Finances ment, monsieur Kounié, si vous dites que le ministre des Finances ment, c'est votre problème. Merci partout. Monsieur Kounié, merci à monsieur Kounié, à monsieur Zan. Bon, on va prendre quelques SMS et on va passer la parole à monsieur Kenyé. S'il vous plaît. Alors, laissez-nous tranquilles. Le Camerounais est foncièrement malhonnête en matière de finances, du sommet à la base. C'est Thierry depuis le 10e à Akon par 100 Mélima qui nous a envoyé ce SMS ce soir. Alors, un autre Camerounais nous répond en disant « Bonsoir, chers panélistes, je puis vous rassurer qu'en qualité d'agent de recouvrement de créances, le premier problème de la microfinance, c'est sa clientèle qui, le jour a une moralité douteuse. Le crédit est principalement octroyé sur la base de la moralité. Pourtant, aucune hypothèque, les garanties en milieu de microfinance ne sont pas formalisées. Il s'agit d'un dépôt simple. Les financements octroyés aux clients sont faits sur la base d'une étude qui permet aux clients de pouvoir faire des remboursements de manière normale. L'un des problèmes réside plutôt sur le détournement de l'objet de financement par les clients davantage. C'est un point de vue qui a été donné par ce téléspectateur. Alors, on prend un autre SMS qui est arrivé. Salut, je suis en train de suivre votre émission et c'est vraiment nécessaire. Véritablement, le secteur bancaire est en mal. Il faut trouver des solutions pour que celui-ci puisse sortir de cette situation. Chers panélistes, bonsoir. Thème intéressant. Jusqu'à présent, vous résumez la microfinance à l'ouverture des comptes et des transferts d'argent. Ceci est très limité, certes, en fonction des catégorisations. Les microfinances font aussi intégralement dans l'octroi des crédits. Les microfinances fonctionnent avec les PME et les TPI. Le problème majeur ne réside pas sur le taux car couvert par la COBAC. Avant tout financement, il y a des analyses qui sont menées avant. Le problème véritable à ce jour réside tant sur la conjoncture actuelle, mais principalement sur la mauvaise moralité des clients. Les financements en microfinance sont principalement établis sur la moralité de ces clients qui est de plus en plus douteuse. C'est un autre point de vue qui a été donné. Bonsoir à vous au panel. Vraiment, s'il vous plaît, faites la différence entre un établissement de microfinance et ce que vous appelez microfinance. Vous êtes nombreux à ne rien comprendre. Ce sera la catastrophe si les établissements de microfinance avaient accès au financement de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BIAC, dans la Banque centrale. Monsieur, la plus grosse pression des établissements de microfinance, c'est le client épargnant, Marc du village, qui nous envoie ce SMS. Monsieur Kenyé, on revient à vous. Vous comprenez que sans constatation, la plupart me donnent raison. Hein. Alors donc maintenant, je vais une fois de plus, nous sommes là pour éclairer la lanterne des spectateurs. Je vais revenir encore sur le problème de taux d'intérêt. Monsieur Noumkam, il ne faut pas embrouiller les téléspectateurs. En matière de taux d'intérêt, pourquoi le taux d'intérêt est élevé en microfinance? Parce que le client a l'obligation de supporter le coût des ressources, c'est-à-dire que le coût de l'épargne. Il a l'obligation de supporter le taux d'inflation. Jusqu'à ce matin, c'était 1,9%. Donc le client doit supporter le crédit. Troisièmement, le client a l'obligation de supporter les taux des MPI, dont les 20% qu'on ne rembourse pas. Pour que le MEF continue à fonctionner, il doit imputer cela dans le taux d'intérêt. S'il vous plaît, monsieur, ça c'est les standards internationaux. Monsieur Noumka, c'est les standards internationaux. Je peux vous faire un coup sur cela. Quatrièmement, s'il vous plaît. Permettez-la. Oui, laissez-moi terminer. Permettez qu'elle bout de sa pensée. Parce que vous réagissez. Nous trouvons ce quelle longueur d'onde là. Vous semblez ne pas. C'est le B à bas de la microfinance.
la construction d'un taux d'intérêt, il y a 4 éléments. Il y a le coût des ressources, il y a le taux d'inflation, il y a les abandons de créances avec le taux d'impayé, et enfin les réserves pour la croissance. Le client doit supporter ces coûts-là. Alors, l'élément le plus élevé dans ce coût, c'est les abandons de créances. Si les clients remboursent bien, la microfinance peut accorder le crédit à 10%. Malheureusement, au Cameroun, on n'a pas la culture de remboursement. C'est ça le problème. Et même les députateurs l'ont dit. Ils l'ont dit. Bon, maintenant, je reviens encore sur l'accès à la banque centrale. Si cette facilité est accordée, ce sera bien, mais ce sera très marginal. Parce que des banques centrales, il y a des banques commerciales qui n'ont pas accès au refinancement. Il y a des conditions. Il y a certaines ratios qu'il faut respecter. Alors, le refinancement de la banque centrale, c'est à très court terme. Est-ce qu'on peut prendre un crédit de 2 ou 3 mois pour accorder des ressources, un refinancement de 2 ou 3 mois pour accorder crédit de 6 mois, 1 an? Impossible. Donc ça va, le refinancement de la banque centrale, s'il est accordé, va aider souvent, ça va servir de matériel de trésorerie, de sécurité pour la microfinance. Et je vais même plus loin, peut-être que vous ne suivez pas l'évolution de l'alimentation. Actuellement, les gens ont déjà accès à la banque centrale. Les gens de deuxième catégorie ont déjà accès à ouvrir un compte à la banque centrale. Sachez-le très bien, depuis la nouvelle réglementation. Et maintenant, je vais terminer par rapport à l'argumentation. Mon cher Zan, la microfinance, comme les banques, sont bien réglementées. Mais le problème, c'est que c'est une réglementation qui a des insuffisances. Il y a beaucoup, l'arsenal juridique réglementaire est bien étoffé. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on va au Maroc, on va aux États-Unis, on va en France, on calque, on vient couper chez nous. Et ça ne peut pas fonctionner. Donc le problème, c'est l'adaptation de l'arsenal juridique réglementaire aux réalités de la sous-région. Et maintenant, je vais terminer pour dire, M. Noumkam, la commission n'a pas encore fermé. Il y a un acte de fermeture qui est le retrait d'agrément. Tant qu'on n'a pas retiré l'agrément, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, la First Trust a été mise sur le sous provisoire pendant un certain nombre d'années. Elle a réussi à s'en sortir. Elle fonctionne très bien. C'est que Promature a été mise sur le provisoire. Elle a réussi à s'en sortir. Elle fonctionne très bien aujourd'hui. La commission peut s'en sortir demain. Avec la paix. Avec la paix. Donc vraiment, n'alarmez pas les clients. D'accord. Alors, il ne faut pas alarmer les clients, mais est-ce que lorsque le client vient, parce qu'on a dit également que l'établissement de microfinance, s'il vous plaît, que l'établissement de microfinance n'est pas seulement là pour garder l'épargne du client, mais également pour octroyer du crédit. Au regard de ce qui vient de nous être présenté, est-ce que le client a très souvent l'information juste autour de tout ce qui encadre le crédit qu'il octroie ou alors qu'il vient d'être octroyé par l'établissement de microfinance? Ben, je crois que tout le problème est là-bas. Vous ne permettez peut-être pas que je réponde aux insultes que j'ai reçues? Je préfère ne pas les qualifier comme étant des insultes. Considérez-les comme étant des remarques. Non, c'est des insultes. Mais je voudrais relever ici, que tout le monde le sache. Je suis parti de la Banque centrale directeur adjoint. Je ne sais pas si on a le même parcours. Relever le compte complet que dans ce domaine, on a il y en a qui peuvent parler avec plus d'autorité que d'autres. Retenez déjà ça, je le dévoile pour que vous le sachiez. Pensez me donner des cours. Mais vous nous sommes dans un domaine, Frédéric Moutomé, le problème qui se pose, c'est un problème de risque bancaire. Ça voudrait dire ceux qui ont recours au système bancaire. Quel risque court-il de ne pas obtenir un service approprié, de ne pas obtenir un service qui ne leur pose pas de problème? C'est de ça qu'il est question. Quand on parle de faillite bancaire, c'est une autre forme de risque bancaire. Alors maintenant, quand vous parlez de ceux qui ont recours pour le crédit, évidemment, ils ne sont pas informés. Pourquoi ils ne sont pas informés? Mais ils ne sont pas informés parce qu'ils n'ont pas la culture qui est nécessaire qu'il faut. Mais déjà, les conditions dans lesquelles... Ici, les contrats qui au-delà de lire ces contrats-là, quand ils viennent poser un problème et que le banquier est incapable lui-même d'apprécier à sa juste valeur le besoin exprimé par le client. Et c'est là que nous parlons de crédit bancaire vicié. Nous ne sommes pas venus faire ici de l'épicerie, j'en cite des cas. Non, je ne suis pas là pour ça. Mais je parle de ce que beaucoup de gens le savent. Beaucoup de clients sont victimes de mauvais crédits inadaptés aux besoins en qualité et en montant. Ça, c'est ce qui est plus courant. Et ça qui est la cause de beaucoup de non-remboursement de crédit. Donc j'ai besoin de 10 millions, je vais à un établissement du microfinance. On rationne à 5 millions. On rationne à 5 millions. Autre chose, vous pouvez demander 10 millions. Le banquier, s'il est un banquier professionnel, peut examiner le projet et le trouver viable. Estimer que ce besoin de 10 millions est trop insuffisant. Vous en avez besoin de 100. Il vous le sortent.
les 100 millions. Donc, ce n'est pas parce que vous avez demandé 10 millions qu'il faut nécessairement diminuer ou ne vous assurer que les 100 millions. Le banquier est un spécialiste du domaine pour lequel vous venez. C'est le médecin du client. Et ça, beaucoup de cadres de banque ne le savent pas, ils sont des médecins. Quand le client vient, il faut apprécier ses besoins et lui octroyer un crédit qui convient à ses besoins. Mais je voudrais dire une dernière chose par rapport au volume d'activité qui fait que ces microfinances, ces banques des pauvres, leur ouvrir accès aux ressources monétaires de la Banque centrale, ce n'est pas pour les beaux yeux des dirigeants de ces microfinances-là. C'est parce que le client qui vient au guichet de la microfinance a les mêmes droits à obtenir des services bancaires de même niveau, de même qualité que le riche. C'est de ça qu'il est question. Donc les microfinances, en demandant ce droit, c'est pour leurs clients qu'il faut actionner le système juridique. Les faits et le droit militent à ce que tout client de microfinance exige que sa banque, sa microfinance, lui accorde des crédits dans les mêmes conditions que celui de la banque dite classique. Nous travaillons pour cela. Quand nous parlons de mutualiser le travail des conducteurs de moto-taxi, pour les bancariser, c'est parce qu'en les mutualisant, ils deviendront une force. Et graduellement, j'ai coutume de dire, notre système bancaire nous maintient en enfer, en réalité. Et qu'aux portes de l'enfer se trouve la cobarde d'un côté et la berre de l'autre. Et il faudrait que les clients qui s'organisent progressivement, mais sûrement, parviennent un jour à faire sauter les verrous pour que le référent de la Banque centrale puisse tomber dans leur microfinance et revenir jusqu'à eux. Alors, quand on va dans sa microfinance ou quand on va dans un établissement de microfinance, qu'est-ce qu'on doit réellement faire face à l'opérateur ou alors à ces fondés qu'on rencontre quasi quotidiennement et qui sont très promptes à nous dire, bon, ok, on va vous donner 10 millions, on va vous donner 100 millions, et voilà ce qu'il faut faire, et voilà ce qu'il faut signer. Oui, généralement, les gens ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Hein. On leur présente un contrat, ils ont besoin d'argent, ils ont un problème particulier, ils signent le contrat. Et vous avez suivi l'auditeur qui a dit tout à l'heure, on fait des dépôts simples, c'est-à-dire que vous déposez un document, peut-être c'est votre titre foncier ou je ne sais pas quoi, et pour garantir, n'est-ce pas, votre prêt. Mais l'ennui, c'est que nous avons vu dans plusieurs microfinances, ces titres fonciers qui ne sont pas prénotés, avec la complicité de certains notaires, les gens ont perdu leurs biens, ils ont perdu leur maison, etc. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans cette affaire. Donc, quand vous allez chez le banquier, comment dire, chez le fondé de pouvoir de la microfinance, il faut faire très attention. Parce que déjà, il va vous donner de l'argent à un taux de l'usure. Le taux doit être élevé. Puisque M. Kenny l'a dit. Il n'a pas tort de le faire. Il n'a pas tort de le faire. Mais je dis que ce crédit, généralement, n'est pas adapté au type d'activité. Quand vous avez besoin d'une avance de trésorerie, on vous donne une avance de trésorerie à un certain taux pour la simple raison qu'il y a beaucoup de choses qui se greffent dessus. Est-ce que cet argent correspond à... Parce que vous allez prendre d'autres exemples. Hein. Vous avez des gens qui viennent, ils vendent du ciment par exemple. Ils prennent 2 millions de francs ou 5 millions de francs. Il est déjà en train de vendre du ciment. Il achète du ciment au premier opérateur, Ciment Cannes. Il se met à vendre. Sans publicité. Et à un moment donné, il y a un autre opérateur qui arrive. Il prend une moitié de cet argent, il va là-bas, il prend encore du ciment et il obtient un crédit marchandise. Et à un moment donné, il n'arrive pas à gérer sa trésorerie, il n'arrive pas à gérer, il fait cet équilibre, il n'arrive pas à rembourser. Alors, ces gens qui suivent le crédit sur le terrain doivent avoir une petite formation, comme a dit M. Zan, en matière de conseil en insolvabilité, pour voir comment permettre à ce que cet équilibre puisse avoir lieu. Parce que très souvent, il ne rembourse ni sur... Peut-être qu'il travaille avec un premier opérateur. Il achète sa marchandise, il travaille normalement. Et à un moment donné, il trouve un deuxième opérateur. L'opérateur, il va acheter un peu là-bas, lui donne un crédit de marchandise, et ça déséquilibre son commerce. Il n'arrive plus ni à rembourser à l'un, ni à rembourser à l'autre. Il se retrouve en faillite. Maintenant, il faudrait que l'agent de la microfinance qui suit puisse, n'est-ce pas, se transformer en un véritable conseil en solvabilité pour voir si en lui donnant davantage de l'argent, ça peut lui permettre d'équilibrer sa trésorerie. Pas que les microfinances donnent l'argent et s'assoient pour attendre que le petit client, qui est d'ailleurs un amateur en matière de gestion, puisse lui apporter le résultat. Très souvent, ça arrive. Et puis, je peux vous citer, j'ai plusieurs cas sous la main. Des gens qui n'arrivent pas à rembourser, pas parce qu'ils sont de mauvaise foi, mais parce qu'ils ont mis l'argent dans plusieurs choses et ils sont dans un équilibrisme. Ils peuvent gérer un, mais ils ont provoqué 2, 3. Ils peuvent bien gérer un,
mais il ne peut pas gérer 2-3. Il faut qu'on puisse les assister et les suivre et pour leur permettre de rembourser. Et les taux d'intérêt qu'il y a dessus sont tels qu'il faut absolument les assister. Et non pas les moyens de trouver une autre personne pour les amener à le faire. Donc les microfinances doivent comprendre que tous ces problèmes existent sur le terrain et ça justifie le fait que certains clients soient incapables de rembourser sans être de mauvaise foi. Le client n'est pas de mauvaise foi, on va le prendre entre parenthèses ou entre guillemets, mais pourquoi est-ce que les clients, eux, vont vers les établissements de microfinance avec la grande méconnaissance des rouages et même de l'environnement de la microfinance, l'établissement de microfinance dans lequel il est en train de s'engager? C'est un peu comme si vous me demandez, quand un patient va à l'hôpital, il donne les symptômes de ce qu'il ressent et que c'est encore lui qui il se sent mal, il a mal à la tête, il a mal au dos. Dès qu'il a fait au médecin que j'ai mal à la tête, parfois quand il fait comme ça, je vomis. Le médecin lui dit que allez faire les examens, allez faire ceci. Donc c'est comme si vous demandez à ce patient-là de dire encore au médecin que non, je pense qu'on doit me faire ça, je pense qu'on doit me faire ci. Non, bon, soit. Donc, que les épargnants qui ont mis l'argent en banque, même qui remboursent, que ceux qui ont pris l'argent dans les microfinances remboursent. Ah, c'est intéressant. Que les gars remboursent. Maintenant, qu'ils soient de mauvaise foi ou de bonne foi, mais que les gens remboursent. Maintenant, le problème avec les établissements de microfinance, c'est parce qu'ils ne peuvent pas, c'est clair, c'est simple, ils ne peuvent pas supporter le volume d'argent qui sort et qui ne peut pas être recouvré facilement. C'est plus facile pour une banque classique de le faire. C'est plus facile pour une banque classique de le faire. Au vu des multiples opérations que cette banque entretient avec et les entreprises et les projets qu'elle finance, qui redonnent les intérêts et tout. C'est plus facile pour ces banques-là que les gens remboursent l'argent pris. Parce que quand on prend 1 million, 2 millions, 14, 20, 45 millions dans un établissement de microfinance le mois, il faut bien que cet argent soit remboursé au moins 50% le mois qui suit. Parce que les gens ne font que prendre. Oui. Je reste avec vous, mais ce matin, quand nous étions en train de préparer cette émission, nous avons rencontré des Camerounais qui se plaignaient de ce que ils ne sont pas toujours au courant des établissements de microfinance qui sont légalement fonctionnels, s'il vous plaît, messieurs. Tout à fait. Légalement fonctionnels sur le territoire national. Et du coup, ils se trouvent embastillés dans un environnement où ils déposent leur argent, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, au bout de 6 mois, il n'y a plus rien. Vous allez donc comprendre que dans mon argumentaire, j'évolue en escalier. J'ai d'abord parlé de la formation de ceux qui créent ces établissements. Ensuite, j'ai parlé du cadre juridico-fiscal légal qui met en place la création de ces établissements. Maintenant, je parle du client qui prend l'argent. Maintenant, il faut parler de quoi? De moi-même, le client. Quelqu'un avait dit que pour cacher une information à un aigle, il faut la mettre dans un livre. Tout à l'heure, on a cité 412, il y avait 411. Oui. Maintenant, il y a 412. Est-ce que quand les téléspectateurs envoyaient les messages, est-ce qu'il y a un qui a demandé à ce qu'on donne au moins la liste de ces 412 établissements qui sont agréés? Parce qu'à partir du moment où un établissement de microfinance a l'agrément de la COBAC, donc via le ministère des Finances, pour le Camerounais, c'est bon. C'est un peu comme l'établissement scolaire. En début d'année, vous verrez souvent que le ministère de l'enseignement secondaire L'éducation de base. L'éducation de base, oui, mais ces établissements de côté, les suspend, les met de côté, comme ce que le ministère des Transports fait actuellement. C'est à l'État d'informer et maintenant c'est à nous d'aller vers l'information. Tous les Camerounais doivent s'approprier ces informations-là. Quels sont les établissements de microfinance viables? Mais le fait qu'on ait dit que cet établissement de microfinance est viable et fiable ne va pour autant dire qu'il peut avoir une crise de gestion plus tard et qu'il peut avoir un dépôt de bilan et qu'il peut avoir un mauvais problème, un problème de gestion qui va faire l'établissement plus tard. Parce que le fait de dire que cet établissement de microfinance est viable et fiable ne donne pas une garantie à 100%, mais il faudra que ceux qui l'ont créé, ceux qui y travaillent soient professionnels pour continuer à faire cela. Donc, nous devons nous approprier ces établissements de microfinance en sachant quels sont ceux qui sont solvables, quels sont ceux qui sont crédibles et quels sont ces établissements de microfinance qui peuvent faire en sorte que l'économie continue. Parce qu'il faut aussi dire, aussi une autre donnée qu'on ne dit pas, c'est que ce sont ces établissements de microfinance qui financent à 80% les PME dans le secteur informel. Et c'est ce secteur informel qui pèse à près de 3 quarts, à près de 2 quarts de notre PIB national. Ça, c'est un secteur qu'il faut regarder. C'est un secteur que l'État doit mettre de plus en plus de l'œil. Il faut une répression que d'avoir 412. Mieux vaut avoir même 75 ou 80, mais qu'on est sûr qu'ils font de bon travail et rendent de bons services qu'il faut à l'épargnant. Alors, il faut donner la possibilité aux épargnants et aux microfinances d'être dans un environnement sain. On en a 412 opérationnels au Cameroun, 28 établissements de microfinance sont classés illégaux par le gouvernement de la République, même si la liste de ces 28 n'est toujours pas exhaustive ou alors précisément donnée. En restant dans ce sillage, vous avez dit dans la publication de vendredi dernier de Défi Actuel que les microfinances sont appelées
au regard de cet environnement, a échoué de toutes les façons? Le titre n'était pas de moi. Si tu as lu l'interview, je l'ai dit nulle part. Nous avons lu l'interview. Oui, le titre pas de moi. Nous sommes restés dans le sillage du titre de Défi Actuel. Oui, le titre n'était pas de moi. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Non, je reconnais qu'il y a des contre-performances, des mauvaises pratiques, mais des efforts sont en train d'être faits. Mais je voudrais encore une fois de plus revenir certains éléments ici pour éclairer davantage. Très bien. Parce que nous sommes là pour davantage éclairer. C'est tout au clair ici. Premièrement, toute la vérité, rien que la vérité, sans être au tribunal. Très bien. Non. Je souscris à ce que l'expert, l'auditeur bancaire a dit tout à l'heure concernant, en répondant à une de vos questions sur l'information au niveau du crédit. Donc c'est un problème, il y a une véritable asymétrie de l'information entre le client et l'État de microfinance. Et c'est justement pour ça que la commission bancaire était à Libreville le 25 et 26 février. J'étais à la délégation pour examiner un nouveau règlement sur la protection des consommateurs. Donc désormais, les consommateurs, les clients des EMF auront droit à un certain nombre d'informations. Tant que les informations ne sont pas mises à leur disposition, tout contrat signé est jugé nul et de nul effet. Donc il y a cette première chose. Deuxième chose, je vais encore revenir sur les fermetures pour apporter une précision très importante. Est-ce que vous savez que au cours des 6 derniers mois, sur les 4 EME qui ont fermé parmi les 4 crédits mutuels, 3 n'étaient pas agréés. Donc 3 s'installent, collent les dépôts, accordent les crédits et ne sont pas agréés. Et lorsqu'ils ferment, on accuse la microfinance. Ne peut adopter le terme établissement de microfinance que lorsque vous avez un agrément. Et justement, il faudrait que les clients sachent que pour aller ouvrir un compte dans un EMF, la première des choses, il y a des à l'extérieur, à l'intérieur. À l'extérieur, il doit avoir le nom de l'EMF, les référents de l'agrément, les référents de l'inscription au Conseil national de crédit. Ça, c'est sur plusieurs plaques. Tolérance administrative. Lorsqu'il y a un seul de ces éléments manque, c'est pas bon, qu'il ne s'aventure pas. Maintenant, quand il entre à l'intérieur, il faudrait qu'il s'assure que les référents du règlement, de l'agrément qui figure sur la plaque, c'est la même référence qui figure sur l'agrément même du ministre des Finances. Et que l'agrément ici du ministre des Finances. Tant que ce n'est pas affiché au mur, dans le rôle de l'EMF, qui sache qu'il y a un problème. Donc, ils veulent le faire. Ils arrivent, ils trouvent dans un petit boîte de tomates, affiché microfinance, il va te ouvrir un compte. Demain, on prend leur argent, disparaît, il a que la microfinance. Il faut qu'ils s'assurent que c'est une EMF avant d'ouvrir le compte. Et maintenant, autre chose, le client n'a pas beaucoup de choix. Parce que, une fois de plus, les banques camerounaises, les banques existantes au Cameroun n'accordent pas de crédit à l'agriculture, à la petite agriculture, n'accordent pas de crédit aux micro-entrepreneurs. Ils mobilisent le dépôt, mais prennent ce dépôt pour financer l'import-export ou bien l'agro-industrie. Et avec ça, on ne peut pas développer l'inclusion financière. Donc les petits clients ont besoin du crédit et ils ne peuvent pas avoir ce crédit auprès de banques. Donc ils n'ont pas de choix, ils n'ont pas de choix que d'aller dans la microfinance. Mais de l'autre côté, la microfinance doit aussi adopter les bonnes pratiques pour pouvoir offrir des produits adaptés. Parce qu'il y a aussi un problème, comme M. Kouya a dit tout à l'heure, il y a un problème d'adaptation des produits. La microfinance, par exemple, les œuvres qui accordent des découvertes, ce n'est pas des produits de la microfinance. Ça, c'est des produits bancaires. Les microfinances n'ont pas d'outils et d'expertise pour gérer les découvertes. Et ça fait partie des problèmes qui les plombent. Et autre élément très important, c'est les impôts. Est-ce que vous savez que chaque année, je suis en train de boucler une enquête, comme le ministre des Finances, chaque année, la microfinance aide à immatriculer au moins 100 000 micro-entrepreneurs à l'administration fiscale, leur permet d'avoir la carte contribuable, leur permet de payer l'impôt. Parce que pour ouvrir un compte, pour déposer l'argent, on vous demande pas l'association fiscale. Mais pour obtenir un crédit, on vous dit, allez, vous devez avoir la carte contribuable, vous devez avoir au moins l'impôt libératoire. Et ça contribue à sortir du maquis fiscal. C'est les éléments qu'il faut voir. Donc, et maintenant, pour résoudre le problème, c'est très simple.
Actuellement, le ministère des Finances est en train de travailler sur un avant-projet de loi sur la représentation de non-remboursement. Si cette loi est adoptée par l'Assemblée nationale et que les juges sont un peu conscients, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont conscients, c'est que la microfinance, ça va révolutionner l'activité de la microfinance. Le taux d'impayé va baisser et quand le taux d'intérêt baisse, les clients pourront aller au crédit à 10%. Voilà. On espère que ça va être adopté et que cela permettra l'effet inverse. C'est un détail important pour les téléspectateurs. Ils doivent vérifier tout le mois de juillet, le Cameroun Tribune. Le ministre des Finances publie tous les mois de juillet la liste des hommes agréés. Ils achètent cette liste, ce Cameroun Tribune, ce mois de juillet. Pour avoir ça. Non, c'est clair. Non, c'est clair. On a dit que qui a dit ça? Non, s'il vous plaît. C'est le seul document officiel. On a également dit que lorsqu'on veut cacher une information, il faut la mettre sur écrit. C'est pas toujours sûr que les gens vont aller la lire. Alors, monsieur Ninkam, les IMF de la CEMAC ont jusqu'en janvier 2020 pour se conformer au nouveau code réglementaire régissant l'activité. Est-ce que ce n'est pas donner de la largesse à ces établissements de microfinance pour continuer à aspirer le maximum du client en attendant de voir peut-être les choses revenir à l'ordre à partir de 2020? Non, je ne pense pas. J'ai suivi tout à l'heure des gens parler avec beaucoup d'emphase quant à ce qu'il faut pour les EMF qui ont ouvert sans agrément les scellés, les détruire. La bière, on n'avait pas. Écoutez, quand une microfinance... J'ai jamais dit ça. Hein. Ou une entreprise, je vous en prie, monsieur. J'ai jamais dit ça. Vous pouvez me laisser intervenir, s'il vous plaît. Allez-y. Il dit qu'il a entendu dire. S'il vous plaît, allez-y, monsieur. Déjà, je voudrais rappeler à tous, oui, je voudrais rappeler à tous que la microfinance, comme ce qu'on appelle banque classique, sont investis tous d'une mission de service public, la création de la monnaie. Qu'elle soit microfinance ou banque classique, tous sont investis de cette mission. Et il faut pouvoir savoir comment la monnaie se crée pour pouvoir s'en rendre compte. Ça voudrait dire, en termes clairs, par rapport à la faiblesse du volume d'activité des microfinances, qui est l'élément essentiel qui l'a conduit à la faillite, qu'il faudrait nécessairement actionner sur ce levier-là et faire valoir le droit des clients des microfinances à avoir le financement sur les ressources monétaires de la Banque centrale. Je pense que dès que cela sera fait, et nous travaillons durement pour ça, les microfinances pourront davantage octroyer du crédit. Et suffisamment, il faudra les réformer, cela va de soi, mais pour octroyer davantage de crédit. Et puis, il y a ce qu'on appelle le seuil de rentabilité et atteindre un niveau d'activité qui leur permet de couvrir normalement leurs charges. Mais j'ai dit à l'entame de cette émission, le système bancaire de manière générale est en sous-activité. J'ai, tout le mois de juillet de l'année 2016, appelé les experts. Quand j'ai lancé pendant une campagne, pendant au moins 2 mois, où au moins une quarantaine de ces sont venus de Yaoundé, un peu de partout, on a planché sur le problème. Attends, laissez-moi chuter, je vous en prie. Il va donc falloir, pour me répéter et en finir, que tous les experts soient effectivement d'accord sur l'origine des difficultés de ces microfinances, qui sont les crédits bancaires mal étudiés. Vous pouvez parler de non-remboursement, mais le client qui attendait 20 millions de crédits, même sans savoir que ses besoins s'échiffrent à 20 millions, vous lui en accordez 10 parce qu'il a demandé 10. Et tous les jours, vous êtes derrière lui pour le harceler pour qu'il paye, alors que l'activité ne tourne pas. Il faudrait étudier, comme disait l'expert tout à l'heure, la possibilité davantage de faire des rallonges. Vous voyez, nous sommes en situation difficile à l'heure actuelle. La BER, par exemple, sort d'énormes fonds pour suivre les banques classiques. Mais les microfinances qui vivent exactement le même contexte de difficultés ne sont aucunement soutenues. Mais je dis quand bien même on leur apporterait de la trésorerie pour les soutenir, et ça il aurait fallu, il faudrait descendre même au niveau du client, parce que les difficultés des banques, microfinances ou aux banques classiques proviennent du fait que leurs clients sont en difficulté. Il y a un problème de réalité de devises maintenant, la dévaluation qui est menace. Ça les met effectivement en difficulté, la guerre un peu partout, et il faudrait qu'on le sache. Donc tirer seulement sur les clients, sans tenir compte des conditions dans lesquelles nous nous trouvons, des conditions dans lesquelles ces entreprises fonctionnent, ces opérateurs économiques fonctionnent, je pense que c'est raté le diagnostic. D'accord. Par rapport au délai, je vais répondre par rapport au délai. Il n'a pas répondu. Par rapport au délai, vous avez posé une question très importante. Les clients ont besoin de savoir cela. Allez-y. Voilà. Alors donc, par rapport au délai,
le délai butoir fixé par la commission bancaire pour être en règle, pour ma part, il faut la proroger davantage. Pourquoi? Parce que la nouvelle documentation est trop contraignante. La première contrainte, c'est au niveau capital. Et le capital, ce n'est pas la commission bancaire. La commission bancaire fait le capital, mais la libération respecte les normes, la réforme OADA. Donc, il y a un certain délai qu'il faut laisser passer pour mobiliser le capital, 300 millions de francs. Deuxièmement, il y a l'organisation. Aujourd'hui, avec la microfinance par la deuxième catégorie, on leur impose de créer des comités spécialisés. C'est-à-dire que comité de gouvernance, comité, ainsi de suite. Et il faut des ressources. Il faut des ressources, les former, comme quelqu'un l'a dit tantôt, et choisir aussi les bonnes personnes. Il faut du temps pour cela. Et en troisième lieu, il y a la disparition des formes juridiques associations mutuelles. Les EMF qui avaient la forme juridique de mutuelle association doivent disparaître. Et elles doivent se liquider pour pouvoir se reconstituer. Et ça prend du temps. Il y a des aspects juridiques qu'il faut regarder. S'il faut aller dans l'empressement, il va commettre des erreurs. Et un national ou bien un membre peut les attendre au tournant pour créer le problème. Donc je crois que ce délai est suffisamment court. Il faut même le rallonger. Moi, ce qui est sûr que la commission bancaire va, bon, pas forcément la commission bancaire, les États vont demander des périodes de grâce, des rallonges, ça c'est clair. Alors, M. Kounié, lorsqu'on est face à une situation où vous avez mis votre argent dans un établissement de microfinance, vous arrivez un matin, tout est fermé, il n'y a pas moyen de rentrer en contact avec les responsables, qu'est-ce qu'il faut faire? Que doit faire le client face à une pareille situation? Oui, on a parlé de tout le monde. On a parlé du client, on a parlé des gestionnaires de microfinance, mais on a laissé la personne qui crée le plus de problèmes, l'État. Alors, je vous prends un exemple simple. Vous vous rendez compte... On était d'abord avec le client. Oui, non, attendez. Le client, nous avons sorti... J'ai mis mon argent oui, dans une banque, dans oui, une microfinance, j'arrive un matin, oui. tout est bouquet. Pourquoi J'ai toute mon épargne là-dedans. Qu'est-ce que je fais? Vous n'allez rien faire. Puisqu'il y a un policier devant la banque avec son fusil, d'ailleurs, vous bousculez avec son fusil pour vous dire que c'est fermé. Tout ce que vous allez faire, c'est de rentrer chez vous et organiser le deuil. Mais je voudrais vous dire que le vrai problème, c'est que les petites et moyennes entreprises, qui sont les principaux clients des banques, les principaux clients des banques, des microfinances, prennent de l'argent des microfinances, financent des activités au niveau de l'État et n'arrivent pas à se faire payer. En 2017, en décembre 2017, le chef de l'État, dans son discours, a demandé à ce que, au cours de l'année 2018, que les 560 milliards de PME leur soient payés. Le ministre des Finances avait annoncé ça. Le ministre des Finances a dit tout ce qu'il a dit. Il a fait d'abord 3 mois comment il appelait ça, d'audit. Et après 3 mois d'audit, il a payé d'abord 9 milliards, etc. Et à la fin, on nous a annoncé qu'il a payé 50 milliards au cours de l'année, sur 560 milliards. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'argent des microfinances qu'on cherche là, puisque j'ai entendu l'on dire, il faut qu'il rembourse, il faut qu'il rembourse. Mais c'est l'État qui se trouve à tout ça dans sa caisse. C'est l'État qui est le vrai problème. Parce que vous ne pouvez pas donner des prestations aux petites et moyennes entreprises qui vont prendre l'argent, n'est-ce pas, dans les microfinances, qui viennent faire ces prestations, et puis l'État n'arrive pas à payer. Et les microfinances se retrouvent en difficulté, et les microfinances sont obligées de se retourner vers les clients. Les clients n'ont leurs clients qui sont des petites et moyennes entreprises, qui n'ont aucun moyen de contraindre l'État à pouvoir, n'est-ce pas, à payer. Et pire encore, nous avons un État extraordinaire. L'État a instauré une affaire qu'on appelle la TVA. Et dedans, ils ont introduit encore un truc qu'ils appellent le crédit de TVA. C'est-à-dire quoi, M. Moutomé? C'est-à-dire que moi, j'ai une imprimerie, je livre la marchandise à la Sonel. Je prends un exemple. Il a une entreprise qui est chargée de collecter la TVA. La loi dit que à la fin du mois, je dois déclarer ma TVA. Donc, quand j'ai fait cette livraison, au moment de déclarer mon chiffre d'affaires, je déclare et je suis obligé de payer. Les impôts me demandent de payer la TVA. Je paye la TVA. Au moment où la Sonel doit me payer, la Sonel a le pouvoir de retenir la TVA. Elle retient la TVA. Donc, je paye 2 fois la TVA. On appelle ça crédit de TVA. Le principe, c'est que l'État doit me rembourser le crédit de la TVA. L'État retient ce crédit. Et pour que j'entre en possession de ce crédit de la TVA, c'est un serpent de mer. Il y a des entreprises qui ont des crédits de TVA de l'ordre de 100 millions et la CNPS vient les sceller pour 5 millions. Et il leur dit, écoutez, regardez, moi j'ai 100 millions de crédits de TVA
l'argent que l'État a retenu et que je ne peux pas entrer en possession, je n'ai pas les 5 millions pour vous payer, on ferme l'entreprise. Donc tout cela, c'est un désordre qu'il faut nettoyer. Il faut toiletter. Donc les PME souffrent également, n'est-ce pas, de l'irresponsabilité des pouvoirs publics qui ne payent pas leurs dettes. Il faut que la dette des PME soit payée. La dette des PME sera payée par l'État. On estime que les caisses des microfinances, elles seront rembourses. 500 milliards, c'est beaucoup. C'est ce que vous dites. Non. Non. J'ai des détails importants. Oui, je suis d'accord que vous avez beaucoup de détails importants. Monsieur Zan, on a une page de Cameroun Tribune qui a été publiée le 20 juin 2018 et qui nous dit que l'État veut réduire les risques tels qu'évoqués par M. Emmanuel Kounié. C'est le même document dont je parlais ici qui parle de 19% de taux de bancarisation et qui vient d'une étude du ministère des Finances. Voilà, le ministère des Finances. Oui, l'État veut réduire les risques parce que vous savez, dans cette étude, on parle de 63% des services bancaires rendus aux Camerounais. La même étude parle de près de 43% de Camerounais de moins de 15 ans qui n'ont pas accès à ces services bancaires. Donc, l'État veut donc réduire cela. Pourquoi? Parce que justement, il faut que le système financier camerounais soit de plus en plus porteur. Pour le système financier camerounais, là je rejoins M. Kounié qui dit qu'il faut à ce moment-là que l'État fasse le toilettage à ce niveau-là. Mais moi, le problème de l'État ici, on ne peut pas réduire le rôle de l'État qui est à ce moment-là comme un acteur moral qui fait un marché avec une PME, un TPI, pour dire que quand il y a des difficultés de paiement, c'est ça qui donne la cause pour laquelle ces PME ne remboursent pas les prêts. Non. Tous ceux qui ont pris l'argent à la banque des PME n'avaient rien à voir avec les projets de l'État. Rien à voir. Donc, je sais que tout à l'heure, quand on commençait, M. Kounié l'a ri en disant que parfois, quand il veut mettre l'opposant qu'il est devant, il fait essayer un peu de biaiser les choses. Non. On est là pour donner l'information réelle. On est là pour donner l'information vraie. Il faut vraiment qu'on y avance. Donc, l'État, dans son rôle régalien, l'État n'a aucun intérêt particulier à tuer le secteur de l'établissement de microfinance. Il est là plutôt pour le réguler, il est là plutôt pour l'arranger, il est là plutôt pour voir à ce qu'il faut faire pour que ça s'arrange. Nous avons suivi cela qu'il y a un panoplie de mesures qui sont en cours, qui sont, si ces mesures sont légiférées au niveau de nos chambres parlementaires, cela donnera un boom plus important au niveau de ce secteur d'activité. Alors, je voulais dire qu'il nous reste 3 minutes très exactement chrono. 3 minutes, qui veut dire que chacun de vous a droit à 30 secondes et on a encore près d'une trentaine de messages à lire pour faire également honneur à nos téléspectateurs qui nous regardent à la maison. 30 secondes pour clôturer. Oui, 30 secondes. Premièrement, j'adhère à ce que M. Kounié dit. L'État doit rembourser, doit payer les factures. Payer ses factures. Quand vous approchez l'État, vous fait la distinction entre l'État central, les collectivités territoriales décentralisées. L'État doit prendre ce temps pour payer ses factures. Deuxième point, la TVA. La TVA renchérit le coût du crédit. La TVA, ce qui est donné au Ben Skinner, au Bayam Salam, n'est pas récupérable. Donc ça devient un élément du coût de crédit. Et quand ça intègre le coût de crédit, le crédit devient plus cher. Et ça tue le système financier. Et troisièmement, vous avez posé une question très pertinente. Quel est le comportement d'un client qui arrive et tout l'œil fermé? Quand il trouve un œil fermé, il doit éviter de faire des bruits. Et c'est justement parce qu'il fait des bruits avec M. Noumkam et autres que les œils ferment. Justement, c'est ça. Oui, c'est ça justement. Parce que le mobilier a fait la queue. Il faut éviter de faire le bruit. Quand vous trouvez pas fermé, lorsque vous faites le bruit, ça traîne et tout le peu d'argent qui fait la queue, les gens viennent chercher et ça ferme complètement. Donc il faut faire attention avec les bruits qu'on fait. Il faut arrêter de faire des bruits. D'accord, voilà. C'est vrai en plus. Non, quand il y a le bruit, ça fait. Je ne descendrai pas c'est toi qui dans me cette fais base Toi qui me fais le bruit. 30 secondes. L'État doit payer ses dettes. Alors, il y a C'est un État bandit. une ordonnance du plan de de 1990, d'avril 90, qui voudrait que les problèmes des banques en difficulté seraient dans le cadre amiable, selon les dispositions qui dérogent au droit commun et sont exclusives de tout mode de liquidation quand les banques sont en difficulté. Ce cadre amiable doit avoir une action curative et préventive. Nous sommes en train de saisir les autorités administratives pour la mise en place
de ce cadre amiable. Ce qui fait que même la question qu'on débat tout à l'heure, pour le remboursement des crédits, alors ça voudrait dire que le client qui se retrouve être dans cette difficulté, l'autorité administrative devrait prendre ça en compte et intervenir auprès de la banque, qu'on n'étrangle pas le coût au client qui subit une conséquence, qui subit des conséquences d'un fait qui ne relève pas de lui-même. Donc je pense que c'est sur quoi je vais chuter, c'est ce cadre amiable qui amènerait tout petit déposant à voir ce qui est fait de son argent. Parce qu'en réalité, tous ces problèmes arrivent parce que les épargnants sont absents sur le théâtre où se joue leur sort. Donc ce cadre amiable devait amener les déposants à être présents et à voir ce qui est fait de leur argent. Je crois que c'est ça qui permettra ça sera le salut pour nous. Oui, moi je crois que c'est vers la fin que j'ai eu l'idée, n'est-ce pas, du principal problème. Le principal problème des microfinances, c'est que l'État doit être plus responsable que maintenant. L'État doit payer ses dettes. Parce que 500 milliards, si vous mettez 500 milliards à la disposition de ces PME et vous les payez, vous verrez que les microfinances vont respirer davantage. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous regardez les dettes des petites et moyennes entreprises, vous verrez que l'État est à l'origine de 80% de ces problèmes. Parce que même les factures payées par l'État sont généralement payées ailleurs, alors que ces gens-là ont des attestations de virement irrévocable dans leur microfinance et les factures sont payées ailleurs du fait de la corruption. Donc il faut que tout cela soit, que les gens soient moralement un peu plus sérieux au niveau, n'est-ce pas, de l'État, parce que l'État est le principal client des petites et moyennes entreprises. Oui, que les hommes politiques évitent de faire de la démagogie et qu'on dise la vérité. Il y a une différenciation entre l'État et les agents de l'État. Quand l'État doit payer ses dettes, oui, mais l'État doit aussi assurer celui qui prend l'argent qui est payé doit aussi rembourser l'argent en microfinance. Et ceux qui prennent l'argent dans les banques pour financer le projet doivent aussi rembourser l'argent. Ceux qui n'ont rien l'État font commande de l'État. Donc je souhaite juste que cette épargne, nous adhérons au fait que l'État mobilise l'épargne nationale désormais dans la construction nationale à travers l'émission des bons de trésor, à travers les emplois obligataires. Ça fait en sorte que les Camerounais ont confiance en l'État et l'État est crédible pour financer, que les Camerounais eux-mêmes financent les projets structurants de leur propre pays. Monsieur Moutomé, les promoteurs de nombreux établissements de microfinance défendent l'objet de ces institutions. Les fondamentaux de la microfinance, c'est financer les personnes à faible revenu pour leur faire sortir du secteur informel, mais ces promoteurs font l'usure et financent leurs propres activités à partir des collectes reçues des petits épargnants et par la suite sont incapables de rembourser, d'où de nombreuses fermetures constatées ces dernières années. Victor Ngueya à Douala, consultant de banque et en microfinance. Bonsoir à vous, Victor Ngueya, très fidèle téléspectateur de Tout au clair sur la télévision du monde. Bonsoir à tous. Des microfinances dans notre pays n'ont fait que ruiner et faire chuter les Camerounais. Si Comessi n'est pas fermé, que se passe réellement dans cet établissement de microfinance? Monsieur... Bon, alors on va parler de la suite du SMS, on n'a pas très bien compris de toutes les façons. Merci quand même pour les souhaits de bonne émission. Merci pour cette belle émission. L'État doit aider la microfinance en mettant sur pied une loi qui condamne pénalement les clients qui ne remboursent pas les crédits. Et puis, bonsoir à vous en studio. Le problème principal est le client et non le personnel, car la plupart des structures de nos microfinances se battent pour former leur personnel. De plus, nos juges font tout pour protéger ou proroger le débiteur. Ceci ne dépend pas de l'EMF. Voilà ce que nous dit ce téléspectateur qui n'a pas signé sur SMS. En ce qui concerne les crédits en microfinance, les impayés sont souvent dus à cause de l'affinité ou de la familiarité qui s'est créée entre demandeurs et gestionnaires. Je m'explique, il y a des crédits qui sont souvent octroyés sous la base d'une négociation entre les deux. C'est-à-dire, je veux 5 millions et le gestionnaire me dit, je dois avoir 3% pour bousculer ton dossier au compte des crédits. Dans cet acte, l'étude du business plan est bafouée et n'a plus de valeur, mais l'intérêt personnel est à l'honneur.
Le client, dès lors, ne peut avoir trop la motivation de respecter les délais de remboursement car l'origine était déjà frauduleux. C'est ce que nous dit ce téléspectateur. Bonsoir, nous souhaitons que l'État mette sur pied un organe pour nous aider dans le recouvrement face aux délinquants financiers. Flore depuis Bédi, cadre de banque. Merci à vous de nous regarder, Flore. Bonsoir, très bonne émission, s'il vous plaît. Utilisez une langue simple pour les autres. Comment faire pour récupérer mon argent? C'est Polycarpe depuis Village. Merci pour l'émission. Et puis, ce téléspectateur de Limbe. Hello, good evening. Very good theme today. The microfinance problem in Cameroon is due to the bad faith of some customers. Cameroonians are majority very friendly people. Only God can save us. C'est Simon de Limbe qui nous a envoyé ce SMS. Et puis on va prendre deux derniers SMS qui nous viennent également pour cette émission. Bonsoir les panélistes, très bonne émission. À propos de la thématique de ce soir, je dirais à mon humble avis, et je suis tout à fait d'accord avec M. Charles Elisan, du fait qu'au préalable, qu'il faut une formation adéquate de tous les opérateurs de microfinance. Ensuite, implanter une bonne mesure de répression à ceux qui ne remboursent pas les crédits octroyés par ces derniers. Enfin, l'accompagnement plus engagé de l'État auprès des banques centrales ou de la Banque centrale. Marcelin de Soie est à Yaoundé. Ce dernier SMS pour refermer cette page de SMS. Bonsoir le plateau. La commission bancaire dans son règlement numéro 01/17/CEMAC UMAC COBAC entre en application le 1er janvier 2018. Demande aux établissements de première catégorie de se constituer en coopérative et dans un réseau, les EMF de deuxième catégorie et troisième catégorie en SA. Ceci pour limiter les aventuriers. Exemple, on a 130 MC2, seuls 70 sont agréés. C'est la raison pour laquelle l'autorité monétaire a donné 9 mois pour se conformer. Et M. Keunier fait bien de décrire les informations sur les plaques de ces établissements de microfinance qui sont agréés. Et je ne pense pas que les délais sont courts, mais je pense que M. Keunier, car depuis 2018, que ces établissements sont au courant des mesures prises par la COBAC. Marius de Banganté qui nous a envoyé ce SMS ce soir. Messieurs et dames, c'est ici qu'on va mettre un terme à ce programme ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous ces téléspectateurs du Cameroun et de l'extérieur qui nous ont envoyé des SMS ce soir. Merci à l'équipe technique qui s'est déployée. Demain est un autre jour. Nous reviendrons à 21 h avec une nouvelle thématique, bien évidemment avec de nouveaux invités. Bonsoir.